Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission du service des sports de la Charente Libre. Avec moi aujourd'hui, Kevin Cabioche. Bonjour Kevin. Bonjour. Et on va parler judo avec Manoa Dumont. Bonjour Manoa. Bonjour. Vice-champion de France des moins de 66 kilos, charentais d'origine, licencié au PSG, avec un sacré programme qui se présente pour les mois à venir. Ça va être l'objet de l'interview. Alors Kevin, on avait découvert Manoa il y a 2 ans dans la Charente Libre. Il rejoignait l'INSEP et le PSG. Il a fait du chemin depuis. Ouais, vous êtes toujours à l'INSEP, au PSG. Ça fait du bien de revenir en Charente un petit peu. Là, il y a quelques jours de repos avant cette saison qui va être excitante. C'est ça, là je m'accorde quelques jours de repos, donc je suis rentré jeudi matin. Ça me permet quand même de revoir la famille, me ressourcer un peu. C'est vrai que voilà, Paris c'est bien, mais ça fait quand même du bien de rentrer à la maison de temps en temps. C'est dur d'être loin de la maison, parce qu'on rappelle que vous avez que 19 ans. Oui et non, puisque voilà, comme je suis parti de la maison en seconde pour mes 2 années à Orléans, en Pôle-France, là où j'étais déjà écarté de la maison. Donc finalement je m'y suis habitué, mais c'est quand même, voilà, rester 2-3 mois hors de la maison, c'est quand même difficile finalement. Manoa, vous êtes mis en évidence en novembre dernier en devenant vice-champion de France senior des moins de 66 kilos, alors que vous n'êtes encore que junior. Vous étiez même junior première année, je crois, à l'époque. Junior deuxième année. Junior deuxième année. Je faisais la transition avec junior 3. D'accord. À l'époque, la Charente Libre avait titré « L'argent inattendu ». On doit avoir l'image. Ça l'était aussi pour vous, cet argent inattendu ? Oui et non, puisque je me rappelle quand même quelques mots où je m'avais dit que cette année, vraiment, fallait que je performe beaucoup mieux que l'année dernière, parce qu'il y avait eu des hauts et des bas. Donc je m'étais préparé pour. Bien évidemment, je suis un peu la surprise de ce championnat, où cette journée a été très difficile. Et oui, finalement, l'argent, c'est un peu inattendu à la fin de la journée. Mais au vu de ma compétition, j'ai fait une belle journée. Je trouve que quand même, c'est mérité. Quand je vous avais eu au téléphone quelques minutes après la finale, vous étiez même un peu frustré parce que vous étiez à 2 doigts d'avoir décroché la médaille d'or. On va d'ailleurs revoir l'action un peu litigieuse dans le Golden Score où vous pensez avoir décroché ce point qui aurait donné la médaille d'or. On regarde l'action là. Donc vous êtes en bleu contre William Cizik. Alors on n'a pas les commentaires, mais c'est vrai que les commentateurs disaient même c'est bon, c'est gagné pour lui. Après coup, est-ce que vous êtes un peu déçu Frustré ? Oui, forcément, parce qu'il y a un peu de frustration, mais les règles du judo ont changé depuis l'année dernière ou 2 ans, je ne sais plus. Et c'est vrai que ce qui me frustre, c'est que la vidéo arbitrage n'a pas été tant regardée que ça, mais si les arbitres ont décidé qu'il n'y avait pas de valeur, on respecte le choix des arbitres. Forcément un peu frustrant, parce que si on revient 1 an ou 2 en arrière, la valeur m'aurait été accordée. Donc c'est sûr que après cette grosse action, se remettre dans le combat, c'est toujours assez difficile. Puis pour après perdre le combat 5 minutes plus tard, ça reste un peu frustrant quand même. Ouais, parce que c'était 5 minutes de Golden Score, c'était un combat hyper long. C'est vrai, c'était un combat très long avec, où j'ai pu puiser toute la journée, où j'ai fait déjà 3 c'était mon 3e Golden Score de la journée. Ouais. Et ce combat-là devenait très épuisant, et sur la fin, on voyait que je manquais de ressources, donc le fait que je perde, ça reste frustrant quand même. Manoa, ce jour-là, il manquait quelques pointures, comme Walid Kiyar, qui a participé aux mondiaux. Aujourd'hui, vous pensez vous situer où dans la hiérarchie nationale, aussi bien en junior que senior ? Aujourd'hui, voilà, en junior, je dois être capable d'aller gagner les championnats de France sans négliger la concurrence, puisqu'il y a quand même une belle concurrence chez les juniors. Et pour les seniors, voilà, faut que je me fasse ma place petit à petit. Donc là, j'ai pu montrer le bout de mon nez, mais le chemin est encore long. Et pour aller chercher les meilleurs comme Walid Kiyar ou Badaiki, il faudra que je m'entraîne plus et que je performe plus. L'hiver a été un peu perturbé par une blessure aux adducteurs. Comment vous vous sentez ? Est-ce que ça pose problème, cette petite blessure ? Oui et non, c'est une décision qu'on a prise avec le staff et les entraîneurs après le championnat de France. Donc le 9 décembre, je me fais opérer des 2 adducteurs suite à une pubalgie assez aggravée. Mais finalement, c'est le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour se faire opérer, mais c'est la bonne période pour me faire opérer. Donc je reviens petit à petit. Et aujourd'hui, je suis sur les tapis et je recommence à m'entraîner fort. Donc c'est une blessure qui m'a forcément impacté moralement parce que j'étais sur un bon rythme, mais on ressort toujours plus fort d'une opération. Et vous serez d'attaque donc pour les France Juniors qui arrivent, quoi. C'est ça, dans 2 semaines, je serai présent au championnat de France Junior, prêt à chercher la médaille d'or. Et quelles sont les échéances ensuite pour vous ?
Il y a une compétition en Bosnie 2 semaines après les championnats de France. Je ne sais pas si j'y participerai, mais pour sûr, en cas de victoire ou en cas de finale championnat de France, je serai sur la compétition au Portugal 3 semaines après, le 23 mars. Et pour la suite de la saison, il y a les Europes, les mondiaux juniors, il y a aussi des compétitions en seniors. Pour l'instant, je sais que moi, je suis plus focalisé sur les championnats d'Europe et championnats du monde junior. Donc pour ça, il faudra se faire sa place internationale avec de nombreuses coupes d'Europe où j'essaierai d'aller chercher une médaille. C'est ça qui me permet d'être titulaire pour les championnats d'Europe et championnats du monde. Pour les seniors, Qui ont lieu, en septembre-octobre, c'est ça? c'est ça, les championnats d'Europe septembre, les championnats du monde en octobre. C'est ça. Pour les seniors, on verra, parce que c'est pas forcément mon objectif principal. On reste quand même concentré sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et l'équipe de France, c'est toujours un judoka par nation, c'est la difficulté du judo. En junior, on a la possibilité de doubler KT. D'accord. De doubler 2, 3 KT. Donc malgré tout, il va quand même se faire chercher sa place, puisqu'il y a de la concurrence derrière. Avec cette médaille d'argent en senior, il y a les JO 2024, ça arrive assez vite. Pour toi, ça arrive un peu trop vite ou c'est quand même un objectif, on ne sait jamais? Ça arrive vite, mais c'est quand même un objectif. Voilà, Voilà, pour bien sûr, cette médaille, elle me lance petit à petit, mais c'est vrai que les JO, comme on peut dire, c'est demain. Je vais sortir des juniors, je serai senior 1, ce sera l'année des Jeux. Donc il faudrait vraiment, pour essayer d'entrer dans la course aux Jeux, réellement d'être médaillé, voire d'être champion du monde et d'enchaîner sur des médailles seniors. Juste petite question, vous êtes en moins de 66 kilos. C'est dur ou franchement Je suis monté, là je suis monté l'année dernière en moins de 66 kilos, puisque mon corps ne pouvait plus descendre en moins de 60. Donc j'ai pris la décision de monter en moins de 66 et cette catégorie me correspond vraiment. Et que ça soit au niveau du poids ou de la condition physique, c'est parfait. ça ne demande pas trop d'efforts? Non, c'est parfait. On va parler de votre vie parisienne, Manoa. Vous avez intégré l'INSEP en septembre 2021, Oui, si je c'est dis ça. pas de bêtises. On dit souvent que c'est une vraie fabrique à champions. C'est une marche parfois difficile à franchir aussi. C'est un choix payant pour le moment? C'est un choix payant, oui, mais il manque quand même des médailles. Puisque Ouais. voilà, arriver à l'INSEP, c'est toujours cette chose de sortir de la zone de confort. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé dès le plus jeune âge. Partir à Orléans, partir loin de la famille à 15 ans, voilà, pour essayer de rechercher de la difficulté, des entraînements plus durs, des partenaires plus forts. Donc pour l'instant, oui, l'INSEP, c'est un choix payant. Mais on peut être à l'INSEP et pas forcément sortir très fort avec des médailles. Parce que l'INSEP, voilà, c'est une étape. Mais après, il faut profiter d'être à l'INSEP pour s'entraîner plus dur, plus fort avec les meilleurs. Et vous avez quitté donc la couronne pour le PSG Judo, c'est le plus grand club français, champion de France par équipe. Le changement a été radical? Oui, voilà, comme je disais, donc la couronne m'a beaucoup apporté. Mais à un moment, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour voir autre chose. Et le PSG me semblait le club qui me correspondait le plus, que ce soit au niveau médical, au niveau des entraîneurs, au niveau de la programmation de compète. Donc oui, le PSG, c'est un bon club. Dès vos premières semaines au PSG, vous avez vécu une expérience assez unique avec un stage en Mongolie. On a une photo, je crois, qu'on va voir. C'est pas très chaud, a priori. Non, C'était comment ce stage? voilà, ce stage, c'est un stage avec l'INSEP qu'on a effectué en décembre, un stage de 3 semaines. Ça nous a permis de voir un peu comment ça se passe dans les autres pays. Donc la Mongolie, pays très reculé, des températures allant de -1 à -40. Voilà, donc, C'est un grand pays de judo? oui et non, c'est un pays plutôt axé sur la lutte. Ouais. Mais c'est vrai que donc, les Mongols, côté filles et garçons, commencent à émerger avec beaucoup de médailles dans les grands slams et dans les championnats. Donc combattre avec des Mongols, ça n'a rien à voir avec le judo français. Un judo vraiment, comme on dit, plus axé sur la lutte, le corps à corps, tout ça. Très physique. Donc très physique, avec une grande quantité de combats et des séances de préparation physique très longues. Donc le fait d'être dans un milieu comme ça nous a permis essayer de s'adapter au niveau, essayer de s'adapter à leur judo et de voir leur manière de vivre. Ça endurcit. C'est ça. Ouais. J'ai pu avoir la chance de courir dans les montagnes Voilà, de courir dans les montagnes à moins 30 degrés et c'est vrai qu'on voit qu'eux, physiquement, c'est complètement différent parce qu'eux, ils étaient très à l'aise. Je me rappelle, au bout d'une heure de course, les pieds qui gelaient, les mains, on ne chantait plus les mains, les cils qui avaient gelé et pourtant, eux, ils arrivaient à maintenir le rythme au niveau de la course. Et par contre, on voit que physiquement, les Français, même à l'INSEP, on est bien préparés puisque des séances de 1 heure et demie de combat, on arrivait très bien à les tenir.
Il y a d'autres inspirations pour vous, le Japon peut-être, qui est un pays de judo? Oui, oui, donc il était prévu qu'on fasse un stage au Japon donc en décembre, un stage qui a été annulé. On aura peut-être l'occasion, j'espère, de partir cette année au Japon pendant 2 semaines, je pense, avec l'INSEP au cours du mois d'avril. On n'a pas encore des dates, on n'a pas encore plus d'informations, mais j'espère partir au Japon, parce que voilà, le Japon, finalement, c'est un peu le pays du judo. C'est un peu les exemples, entre guillemets. Un judo, je dirais pas hautain, mais les Japonais ont une très belle posture, font très peu d'erreurs, et c'est un peu dans un championnat, c'est un peu le pays à battre. Au PSG, vous côtoyez des grands champions, commencez par Teddy Riner, qu'on ne présente pas, double champion olympique. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première rencontre avec lui? Est-ce qu'il est aussi impressionnant que nous quand on le voit à la télé? Oui, oui, voilà, c'est toujours impressionnant de voir Teddy Riner, puisque avec un tel palmarès, c'est une personne qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Mais finalement, quand on arrive dans le club, donc il n'y a pas cette chose où il y a quand même un écart de niveau, tout ça. Donc bien évidemment, plus titré, plus médaillé que tout le monde. Donc on voit que cette personne est différente, entre guillemets, de nous. Mais finalement, il y a quand même cet esprit d'équipe. Donc je revois les images au championnat de France par équipe, où il est avec tout le monde et il est là forcément pour tirer les gens vers le haut et aider l'équipe à avancer. Le contact est facile? Le contact est facile. Au club, le contact est facile. Vous l'avez déjà combattu à l'entraînement, même si c'est pas du tout le même catégorie de poids? Non, parce que Teddy Riner est rarement présent à l'INSEP. Il est souvent en stage dans le monde entier. Et les fois où il est présent à l'INSEP, vraiment, il est axé sur les lourds et vraiment les plus de 100 kilos. Donc, Au niveau du poids, c'est du simple au double, là. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'être licencié au PSG, ça permet d'avoir le 0,6 de Mbappé et des places pour la Ligue des Champions? Oui et non, ça arrive que ça, le 0,6. oui, non, pour les numéros. Mais voilà, ça arrive que le club, lors des Coupes de France, tout ça, ait des places pour voir les matchs. Donc invite quelques athlètes à aller voir les matchs. Il y a un vrai sentiment d'appartenance avec le foot, le hand, le judo? Justement, c'est ce qui est en train de se construire. Donc là, au vu de 2024, il y a une structure qui se construit, si je ne me trompe pas, dans les Yvelines, juste à côté du centre d'entraînement du PSG. Donc ils auraient pour but de regrouper tout le PSG, que ce soit handball, foot ou judo. Une grande structure avec les médecins, le staff, tout ça. Comme omnisport, comme on en voit en Espagne, à Barcelone ou à Madrid. C'est ça. Mais cette appartenance au PSG, oui, on la retrouve surtout au niveau médical. Voilà, la pubalgie que j'ai eue, donc mon chirurgien, c'est un chirurgien qui a opéré aussi plusieurs footballeurs du PSG. Et le fait de pouvoir être au PSG, par exemple, si on a des soucis donc, au niveau de l'opération ou de la rééducation, les médecins du club peuvent se tourner vers d'autres médecins, donc les médecins du foot, et pouvoir avancer ensemble. Enfin, vous n'êtes pas encore invité aux soirées chez Neymar, quoi. Non, pas encore. Bon, enfin, vous étiez un grand fan de basket, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez choisi le judo, vous avez attiré votre petit frère, votre petite sœur. Je crois qu'on a une photo. Oui. À l'époque, vous deviez avoir 14 ans. Oui, ça. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le judo plutôt que le basket? Au début, c'est vrai que je viens de Blois. Et c'est vrai qu'à Blois, le basket, pour moi, c'était une évidence. Donc, avec plusieurs centres de détection, tout ça. Arrivé en Charente, la voie du judo paraît plus difficile. Donc, moi, je vais souvent vers le plus compliqué. Sortir de la zone de confort, comme je le répète. Donc le judo m'a semblé être la bonne chose, avec la section sportive à la Couronne. Et donc aujourd'hui, si j'ai un ballon de basket, je joue quand même avec les amis, tout ça, mais le fait qu'il y avait une plus grande difficulté à accéder au judo en arrivant en Charente, c'est ça qui m'a fait choisir le judo. Et le petit frère et la petite sœur, ils en sont où ? Le petit frère, à ce jour, fait du basket. D'accord. Donc, finalement, je l'ai tiré un peu vers le basket et ma petite sœur que de la musique. D'accord. Voilà. Donc, à la Couronne, vous avez été repéré par Guillaume Avril. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Que ça soit panel techniquement, la condition physique, puisque c'est vrai que la Couronne, c'était en Charente, je pense, le seul club à faire une section sportive. Donc, dès le plus jeune âge, dès le collège, 2 entraînements par jour. Ouais. Donc un rythme au début un peu compliqué à suivre, mais finalement s'adapter. Le midi on partait à l'entraînement, on revenait pour aller manger, le soir on refaisait l'entraînement. Donc avec Guillaume j'ai bossé très fort au niveau techniquement et donc on avait aussi beaucoup d'entraînements au sol. Là où ça se reflète aujourd'hui lors des combats au sol, on n'a pas une facilité mais
on se sent quand même assez serein dès que le combat arrive au sol ou le partenaire va essayer de nous attraper au sol. Donc Guillaume, que ce soit techniquement ou physiquement, m'a beaucoup apporté. Ça a été un crève-cœur de le quitter pour aller à Paris? Oui et non, enfin voilà, c'est dur parce qu'on a quand même passé, je dirais, 6-7 ans ensemble. Donc forcément, changer d'entraîneur, changer de club comme ça, c'est toujours dur. Mais à un moment, il a fallu faire. J'ai eu le déclic quand même où la couronne m'avait apporté tout ce qu'elle m'avait apporté et qu'il fallait que je passe un cap pour essayer d'aller chercher d'autres médailles et d'aller chercher plus haut et plus fort. Donc oui, ça a été dur au début, voilà, de dire je reviens pas à la couronne, tout ça, mais finalement j'ai passé ce cap et à ce jour, tout se passe bien. Et dès qu'on se revoit sur les compètes, on s'échange quelques mots. Ouais, la couronne qui a formé pas mal de champions. Il y a Julie Pierret, il y a aussi Kezia Arvan qui est champion de France cadet. D'ailleurs, il avait quelques questions à vous poser. On va regarder en vidéo. Salut Manoa, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est est-ce que pour 100 €, tu ferais 100 côtes? Et pourquoi non? Il a déjà la réponse. Voilà, la couronne, c'est vrai qu'ils ont cette petite touche avec les côtes. Donc la côte juste à côté du cimetière, une côte très pentue. Où cette côte-là qu'on redoutait chaque jeudi. Chaque jeudi, on savait que c'était les côtes, ça allait être dur. Quelles que soient les températures, chaud, froid, ces côtes. Et c'est vrai que... C'est pas ce qu'on aime faire quand on est judoka? Ouais, nous, on aime se faire mal, entre guillemets, mais les côtes... Ouais, quand on a fait la Mongolie, maintenant ça va. Ah, mais ça, ouais. Ah, il fait pas moins 40. Non, parce qu'en général, c'était 10 côtes aller-retour. C'est qu'au bout de 10 côtes, on était content de les finir, mais pour 100 €, ça reste limite. Pour 100 €, ça reste limite d'aller faire 100 côtes, parce que c'est vraiment une côte qu'on redoutait à chaque fois, et le lendemain, on n'est pas sûr de marcher. Voilà. Bon, Kezia avait une deuxième question pour toi. La deuxième, c'est qu'est-ce que ça fait de jamais avoir gagné les départs? Voilà, c'est vrai que cadet minime, j'ai jamais gagné les départs. La première fois que je les ai gagnés, c'était l'année dernière, départ à Paris en senior. Finalement, j'ai dit j'ai enfin gagné, puisque c'est vrai qu'auparavant, je gagnais jamais les départs. J'ai toujours gagné les demi, mais les départs, j'avais jamais gagné. Donc finalement, c'était quand même assez drôle de les gagner en junior 2, lors du départ senior. Je savais pas grand chose, mais c'est vrai que finalement, il fallait quand même passer cette étape. Ouais, vous disiez justement tout à l'heure que c'était important de gagner des titres. Là, il y a eu la médaille d'argent, il y a eu beaucoup de médailles d'argent dans ta carrière qui est encore courte, mais tu as vraiment envie de choper l'or maintenant? Ouais, là, faut vraiment chercher l'or. Donc, depuis l'année dernière, les 4 compétitions où j'ai pu être médaillé, c'est des deuxièmes places. Donc, que ça soit, je pense que c'est un déclic que je dois avoir. On travaille avec la préparation mentale sur ces finales. Parce que finalement, au vu de toutes les finales, c'est pas des finales où c'est plus fort que moi. C'est des finales à chaque fois où je peux aller chercher l'or, mais il manque ce petit truc pour aller chercher la médaille. Et c'est vrai que, donc là, surtout après le championnat de France senior, j'ai repensé que c'était ma quatrième, deuxième place. Et il y a ce surnom qui commence à s'installer de Monsieur le Vice. J'aimerais bien éviter de le garder, donc cette année, on va essayer d'aller chercher de l'or. Et ceux qui vous ont battu en finale des départementaux en benjamin et en minime, ils pourront dire dans quelques années j'ai torché Manoa. Ouais, c'est ça. Allez, Kezia avait une dernière question. Et la troisième, c'est est-ce que quand t'arrêteras le judo, tu te mettras à manger des vrais trucs? Parce que toi, t'aimes trop manger des graines. Allez, salut mec. Oui, c'est vrai que voilà, moi j'ai une assez bonne hygiène de vie, que ce soit au niveau du sommeil ou alimentaire. Pas lui Si. mais c'est vrai que moi je suis souvent dans le groupe, la personne où je mange pas McDo, je vais éviter d'aller chercher, de commander. Moi je commande très peu, voire jamais. Et voilà, mes petits plaisirs, c'est vraiment des graines, des fruits secs, tout ça. Donc je pense à quand même ces petites habitudes, puisque ouais, c'est... Ouais, comme on pourrait pas le croire, mais moi c'est un plaisir. Voilà, comme petit plaisir, je mange des petits fruits secs, voilà, des petits fruits secs. Et oui, je suis pas là à manger de la malbouffe entre guillemets. Mais oui, je continuerai à manger des petites graines. Je lui ai demandé justement s'il avait des anecdotes. Il me disait mais Manoa, il est super sérieux, il fait jamais de conneries. Ouais. Contrairement à Kezia derrière. Oui. Alors voilà, donc on a un beau duo. Voilà, Kezia qui est un peu plus fou que moi, mais oui, c'est vrai que au niveau du sport, voilà, je vais m'arracher, je peux finir dans des états pas possibles, mais à côté, ouais, je suis quelqu'un d'assez sérieux, tout ça. Ouais. Manoa, pour finir, chaque judoka a une spéciale, je crois. Hein. Oui. Ouais. Vous pouvez nous parler de la vôtre et éventuellement nous faire une petite démonstration avec Kevin sur la prise? Voilà, moi j'ai un panel de judo assez axé sur le jeu de jambes, puisque j'ai une assez grande allonge et je suis assez grand.
Donc sur l'arrière, ça sera plutôt Kochigari, donc petit fauchage arrière. Et sur l'avant, ce sera Uchimata. Un Uchimata que j'ai retravaillé à ma manière, puisque donc, la technique de base, ça serait une technique avec la manche et au revers. On peut voir au ralenti la prise. Enfin, au ralenti doucement. Oui. Ça me question de nous envoyer Kevin dans la vitrine. Ça me fait peur quand même le fauchage arrière. En plus, vous êtes dans la même catégorie, hein. Il est en moins de 66. Donc, hop, donc ça veut dire moi je la passe cette là, je vais venir me décaler, faucher cette jambe et pousser en bas. C'est-à-dire que le partenaire tombera ici. Je me casse la. Et donc sur l'avant, la technique de base, ça serait partir ici, mais moi j'ai adapté la technique en attrapant triceps et de venir mettre une jambe entre vos jambes et tirer fort. C'est-à-dire ça sera tout en jeu de jambes. Bon, ben super. Hein, maintenant, quand on vous verra à la télé, on va l'attendre avec impatience, la spéciale. Bon, ben merci Manoa, c'était super sympa. Merci Kevin. Merci. Cette interview est terminée et puis on va enchaîner avec l'événement. L'événement cette semaine, c'est l'ACFC qui reçoit les Herbiers, deuxième de la poule 2 de N2, vendredi soir au stade de Le Bon. Thierry qui nous a rejoint pour succéder à Manoa Dumont sur le plateau. Thierry, ceinture noire, 5e dan de judo également. Un match de gala pour les Angoumoisins qui se sont imposés à Vierzon. Hein. Oui, il s'agit d'un duel de haut de tableau. Samedi dernier, en match en retard, la CFC a enchaîné un 4e match sans défaite en s'imposant 1-0 dans le temps additionnel à Vierzon. Une victoire qui permet aux Angoumoisins de s'éloigner de la zone rouge, puisque 5 à 6 équipes descendent cette année, et de regarder aussi vers le haut du classement, même si le premier Gaulle FC et le deuxième, les Herbiers donc, ont respectivement 9 et 8 points d'avance. Demain, ce match, c'est aussi une opposition de style entre la meilleure défense de N2 Angoulême et la meilleure attaque de la poule, les Herbiers. On écoute l'entraîneur David Giguel. Oui, ça va être un match solide contre une équipe de qualité qui a un bel effectif, qui a effectivement la meilleure attaque du groupe, qui a la meilleure attaque aussi à l'extérieur avec 20 buts, qui a dû faire de mémoire 5 clean sheets à l'extérieur aussi, qui était les gagnés à Bergerac 1-0, qui était les gagnés à Saumur 3-2 et qui était les gagnés à Gaulle 2-0. Donc ils ont gagné contre toutes les équipes de tête. Donc ça dépeint un peu la qualité de ses effectifs. Si l'ACFC s'impose vendredi, il enchaînera une deuxième victoire de suite pour la deuxième fois de la saison seulement. On écoute encore David Giguel. Tout à fait, ouais, on l'avait fait une fois juste avant la trêve. Donc voilà, de toute façon, si on veut atteindre nos objectifs, il faut faire des séries positives. Là, on est sur une série intéressante puisqu'on n'a pas perdu depuis le match de Trélissac. Donc voilà, même si on a fait nul ici contre Chamalières, ce qui peut être considéré comme une contre-performance en termes de résultats, on est plutôt bien dans le jeu, on est plutôt cohérent dans ce qu'on présente, on travaille bien en séance. Un succès contre les Herbiers serait la première contre une équipe du top 4. Le capitaine Geoffrey Lobo le sait bien et on l'écoute à ce sujet. Les matchs allés, on n'a pas réussi à le faire. Après, d'un point de vue aussi personnel, je pense qu'on a mûri par rapport au match aller. On est allé à Gaulle, notamment au match retour, on a fait un bon 0-0 parce que sur l'ensemble du match, même en étant un de moins, on a quand même eu pas mal d'occasions. Ça aurait mérité peut-être un peu mieux, donc voilà, on doit récidiver un peu cette prestation contre les équipes du haut de tableau pour espérer décrocher notre première victoire et voilà, montrer qu'on est aussi capable de battre les équipes qui sont devant nous. Merci Thierry. À CFC Les Herbiers, donc vendredi soir, 19h30, stade Le Bon. Ouais. On enchaîne avec l'équipe du week-end. Jingle. Kevin, monsieur l'équipe du week-end. Oui, l'équipe du week-end avec cette semaine, on va mettre en lumière le gardien de Leroy B, David Perrière, puisqu'il a marqué un but contre Basso. Leroy était mené 1-0 par Basso. Il restait quelques secondes à jouer, un dernier corner. Le gardien est monté, il a marqué, donc il figure logiquement dans cette équipe du week-end qu'on va voir s'afficher à l'écran. David Perrière nominé par Éric Joly, l'entraîneur de Basso. Au classement des étoiles, on retrouve toujours Guillaume Licoine, l'attaquant de Montbron, et Mohamed Kanté, le joueur de Saint-Brice. Donc pas de changement au classement des étoiles.
Merci Kevin. Suite ce week-end avec une nouvelle journée de championnat. Et place maintenant à l'instant rematch avec notre partenaire Stadium La Couronne. L'instant rematch, c'est sa désormais presque traditionnelle palette graphique animée par Kevin, notre spécialiste, avec à l'honneur cette semaine un but de Courbillac à Chasseurs. C'est ça Kevin ? Oui, Courbillac en D4 qui a gagné à Chasseurs 2-0 avec un but magnifique qu'on va voir en vidéo. Courbillac qui joue en noir, mauvais dégagement du gardien, un deuxième mauvais dégagement et là, demi-volée magnifique pour cette équipe de Courbillac. Et on va voir maintenant au ralenti avec la palette cette action dans les détails parce que le but est magnifique mais il y a quand même quelques erreurs. Donc Johan, si tu peux nous lancer le ralenti. Alors on voit déjà le gardien qui rate son dégagement. Ici le ballon revient. Le latéral gauche, bon il fait ce qu'il peut, il essaye de couper le ballon. Malheureusement il remet dans l'axe. Ah et oui, top, jamais dans l'axe. on peut s'arrêter. Bon, alors, on a parlé du gardien, du défenseur, mais il y a aussi le comportement des milieux de terrain, parce qu'ils sont un petit peu passifs. Ils n'ont pas anticipé ce dégagement dans l'axe. C'est donc l'attaquant qui est le plus rapide. On peut relancer l'action. Et on le voit, il ne se pose pas de questions. Extérieur du pied, le gardien à la touche, mais ça rentre au fond des filets. Magnifique demi-volée. Pour les plus anciens, ça nous rappellera un but de Luis Fernandez contre l'Espagne au début des années 1990. Kevin, le lauréat ? Alors, le lauréat, c'est une lauréate, puisque c'est une dame de Chasseurs, Michel Rousseau, qui remporte un chèque de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Merci Kevin, et on conclut cette émission avec l'agenda du week-end. Un week-end qui, comme quasiment chaque semaine, débute avec la Pro D2 vendredi soir et le déplacement à Agen du SA15. Le SA15 qui s'est imposé sur le fil vendredi dernier à Chanzy face à Montauban avec un drop superbe de Mathieu Hugal à l'ultime seconde. On va revoir ce drop pour le plaisir. Mais c'est vrai qu'on arrive au bout d'un cycle. Avec donc cette passe de Manu Sobus, Mathieu Hugal au 40 mètres, un ballon qui monte face au vent, qui met un temps fou à redescendre juste derrière les poteaux, derrière la barre. Et Chanzy qui explose. Allez, on va le revoir une deuxième fois pour le plaisir. Le SA15 qui avait été sorti des 22 en plus, donc on y croyait presque. Ah ouais, un gros travail des avants. 25 temps de jeu des avants pour préparer ce drop de Mathieu Hugal qui permet au SA15 donc de s'imposer d'un petit point. Et surtout de sortir de la zone de relégation pour la première fois depuis la fin des matchs allés. Les Angoumoisins 14e désormais. Et qui effectuent un déplacement pas simple vendredi à Agen pour boucler cet interminable bloc de 6 matchs. Un déplacement que les Angoumoisins vont aborder sans pression tout de même après 2 mois sous tension. Et avec quand même un peu de fatigue comme l'expliquait le manager Vincent Ricchetto cette semaine en conférence de presse. On écoute Vincent Ricchetto. De 6 matchs. Mais on a fait j'ai la voix éraillée, je suis un peu fatigué moi aussi. Je pense qu'on a donné, on a été sous pression, on a vu ce qui s'est passé aussi dans la presse, donc on a pris la pression, on l'a plutôt bien assumé avec la réussite. Donc là on va aller à Agen, je dis pas on va pas lâcher le match, mais on y va vraiment décontracté. Une décompression légitime. Ouais, puis même si on avait voulu pousser un coup d'accélérateur, je pense que physiquement les joueurs auront du mal. Agen SA15, donc vendredi 19h30 à suivre en direct audio et écrit sur le site de la Charente Libre. On conclut ce week-end. Thierry, hormis la CFC, il y a essentiellement du rugby au programme. Oui, tout à fait. Avec l'UCS, qui est bon dernier de national et qui peut gagner. Et si l'UCS peut gagner un match cette saison, c'est peut-être face à Rennes, l'avant-dernier, que l'UCS reçoit samedi à Saint-Jean-d'Angély. Après, en Fédéral 1, après sa victoire convaincante contre le deuxième Moléon, Oui. l'UBJ est toujours 10e, premier non relégable, mais a fait quand même un peu le trou sur les autres relégués. Se rend à Salle dimanche, qui est le 3e, donc sans vraiment de pression. Enfin, ça va mieux pour les espoirs du SA15, qui sont désormais avant-derniers, et qui visitent Vannes, le dernier, pour un match important dans la course au maintien. Ce sera dimanche. Oui, complètement. Quand on sait qu'il n'y a qu'une seule descente chez les espoirs, les Angoumoisins peuvent faire un pas vers le maintien en s'imposant dimanche. Merci, cette émission est terminée. Merci Thierry, merci Kevin. Merci à Manoa Dumont qui était l'invité de la première partie de cette émission, qui avait été enregistrée pendant ses vacances scolaires. Il a rejoint Paris, il dispute ce week-end, Kevin, les championnats de France juniors à Paris,
avec évidemment le titre en ligne de mire. Ouais, après la médaille d'argent de l'année dernière, il va essayer de remporter enfin l'or qu'il cherche depuis des années. Voilà, la présentation de ces championnats de France sera à suivre dans les colonnes et sur le site de Charently, puisqu'il y a également 5 judokas couronnés qui seront de la partie. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-François et Johan en régie, toujours aussi performants. Merci à Virginie, la cougar du service vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.